Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline. C'est une énorme erreur. Didier Deschamps n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'attitude d'Adrien Rabiot, jeune joueur de 23 ans qui refuse tout net d'accepter d'être suppléant de l'équipe de France. Alors est-ce que c'est un problème de génération, d'enfants gâtés du football? On va en débattre ce soir dans Punchline. On va aussi revenir sur ces images de violence à Marseille. Le ministre de l'Intérieur se défend de tout laxisme. Alors ces images vont-elles provoquer un électrochoc, une prise de conscience? C'est ce que l'on verra. On va parler du vote action à la SNCF, ce référendum interne. 94% des cheminots qui disent non au gouvernement. Cause toujours, tu m'intéresses, répond de son côté l'exécutif. Enfin, à la une de Charlie Hebdo qui remet la question du voile de la responsable de l'UNEF sur la table. Ce voile n'est pas supportable, c'est ce que dit l'ancien patron de l'UNEF, Bruno Julliard. On en débat dans un instant avec mes invités. Dans une minute, juste après le rappel des titres de l'actualité avec vous, Patrice Boisfer. Bonsoir Patrice. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook en guest star cet après-midi à l'Elysée. Emmanuel Macron a convié le gratin mondial de la tech. Vous le voyez, Tech for Good, les géants du numérique ont visiblement joué le jeu. Une cinquantaine de dirigeants, à commencer par celui du beurre, a promis des mesures de protection sociale, d'éducation ou encore d'investissement. Rendez-vous sur fond de contentieux fiscal. La France qui, vous le savez, est toujours à la pointe avec Bruxelles pour réclamer une taxation plus forte des géants du numérique. Vers un report de l'interdiction du glyphosate, l'herbicide est au cœur des débats aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'est son absence qui fait débat lors de l'examen du projet de loi agriculture-alimentation à l'Assemblée nationale. Dans le texte repris par les députés, il n'y a plus une ligne sur ce pesticide controversé qui devait être interdit à l'horizon 2021. Les cheminots disent non à la réforme ferroviaire. C'est le résultat du vote action initié par les syndicats. 95% refusent le projet du gouvernement, 61% de participation. Plus de 91 000 cheminots ont pris part à ce vote. Alors cette consultation, qui n'a pas de valeur légale, n'a aucune légitimité aux yeux de Guillaume Pepy, le patron de la SNCF. Et puis pendant ce temps, la grève continue. Ça a été le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas demain, avec des nouvelles perturbations à prévoir. Un Transilien sur deux, un TER sur deux, ou encore 3 TGV sur 5. L'affaire de la chemise arrachée à présent du côté de Air France. 4 ex-salariés de la compagnie ont été condamnés en appel pour violence à la prison avec sursis. C'est 500 € d'amende pour les 8 autres prévenus poursuivis pour dégradation. Le 5 octobre 2015, des manifestants avaient envahi le siège et s'en étaient pris notamment au directeur des ressources humaines qui était sorti de son bureau avec la chemise en lambeaux. Didier Deschamps, sans concession sur le cas Adrien Rabiot. Il a fait une très grosse erreur, dit le sélectionneur des Bleus, le joueur du PSG, qui ne supporte pas d'être sur la liste des réservistes, des suppléants, et dit non au mondial en Russie. L'affaire qui a pris aujourd'hui une tournure politique. Quand on a l'honneur d'être appelé, on répond, a dit le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Franck Ribéry, lui, ironise sur les réseaux sociaux et dit qu'il a été appelé pour être réserviste. Alors est-ce que c'est une fake news ou pas? Affaire à suivre, Laurence. Merci beaucoup, Patrice. Et pour le match des punchlines ce soir, 4 poids lourds, évidemment, sur le plateau. Alexis Corbière, poids lourd, évidemment, dans la prise de parole, hein, évidemment. Ne vous sentez pas tout de suite agressé, messieurs. C'est par rapport au coffre, évidemment, et à la voix. Alexis Corbière, bonsoir, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Franck Louvrier, bonsoir. Ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et actuel directeur de la communication et des relations institutionnelles de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Romain Goupil, bonsoir, cinéaste, bonsoir. Auteur de La Traversée, le film qu'on a vu il y a 2 jours à la télé avec Daniel Cohn-Bendit. Emmanuel Macron, qui joue son propre rôle, on en reparlera. Jean-Claude Dacier, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique de renom et de choix. Oh, ok, tout va bien. Allez, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses, messieurs, ce soir. On va peut-être commencer par la une de Charlie Hebdo. Elles mettent une nouvelle fois en une la dirigeante de l'UNEF, Mariam Pouchtou, avec évidemment cette caricature à la Charlie. Parcoursup, c'est de la merde. Ils m'ont prise pour diriger l'UNEF. C'est une affaire qui devient politique. Édouard Philippe, le Premier ministre, a réagi hier sur Facebook. On va écouter ce qu'il en dit à ce sujet. Je pense qu'on ne peut pas critiquer, en tout cas je ne souhaite pas le faire, critiquer quelqu'un parce qu'il fait usage d'une liberté qui est reconnue par la loi et par la Constitution. Je comprends l'émotion que ça suscite, parce que c'est tout sauf neutre d'avoir un responsable syndical qui porte le voile et qui, ce faisant, envoie un message et dit quelque chose qui n'est pas simplement un investissement personnel. Alexis Corbière, pourquoi elle prend une telle dimension, cette affaire? Pourquoi est-ce qu'on en vient, encore une fois, au plus haut niveau de l'État, à prendre position là-dessus?
Ça, c'est assez désagréable. 2 minutes. Moi, je suis laïque. Hein. Je vais dire après quelle conclusion, du moins quelle position j'aurai. Mais moi, j'aime pas ce climat-là. On en parle, le Premier ministre en parle. Charlie Hebdo. Moi, je suis Charlie. Hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais cette une, elle est dégueulasse. Je l'aime pas. Ah bon, bah alors vous êtes Charlie, vous n'êtes pas Charlie? Non, mais je suis. Ils ont le droit de le faire. Je défendrai ce journal. Mais je dis à Driss qui a fait ce dessin, franchement, on dirait. Je ne sais pas si c'est un chameau ou un singe. Moi, j'accepte pas. C'est une jeune femme de 20 ans. C'est pas tolérable. Ça suffit, quoi. Arrêtez d'embêter les musulmans. Franchement, ce climat est détestable. Je n'aime pas cette ambiance. D'accord? Après, je dis, moi, que je suis pour que les responsables politiques et syndicaux n'affichent pas une appartenance spirituelle ou religieuse afin que tout le monde, quelles que soient ses convictions personnelles, puisse se reconnaître dans la personne quand on a une fonction de porte-parole. Mais je rappelle que dans ce pays, la majorité des Français, c'est ça qui fait le charme de la France, c'est que les gens ne croient pas en Dieu. Et il y a assez de religion maintenant dans le débat. Moi, j'en ai ras-le-bol. Notamment, il y a toujours quelqu'un qui nous ramène à la question religieuse. Moi, je veux parler social, inégalité. Et les méthodes, ça, c'est la technique de Valls. Il faisait ça, d'accord? Allez, je te remets du musulman. Et vas-y qu'on en parle pendant des heures. À savoir, que fait une gamine de 22 ans, que personne connaissait jusque-là, de l'AGE, de l'UNEF, ça devient ridicule, d'accord? Okay. Donc, par ailleurs, tous ceux qui prennent des postures, de toute manière, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Personne ne va lui interdire. Moi, je pense qu'elle ne devrait pas le mettre, mais on arrête de lui courir après. Donc, moi, j'aime pas ce climat qui nous divise. C'est quand même surprenant de voir. Elle n'est pas patronne, c'est vrai, de l'UNEF nationale, mais la Sorbonne, c'est pas rien. Reconnaissons tout de même entre nous que c'est surprenant de voir le porte-parole de l'UNEF avec le voile. Moi, j'ai connu l'UNEF il y a quelques années, hélas déjà. C'était déjà l'école de formation des cadres du Parti socialiste. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils vendent des cartes pour faire nombre. Ils ne sont même plus le premier syndicat étudiant. Et ils en sont tout de même, qu'on le veuille ou non, à mettre en valeur. Alors que l'UNEF, c'est laïque, c'est universaliste. Ils défendent les valeurs de la République depuis toujours. Et là, ils mettent en valeur, ils font la promotion, qu'on le veuille ou non, d'une femme soumise, qu'on le veuille ou non. Bon. Même si c'est pas son compagnon ou ses parents qui l'ont obligé à porter le voile, elle symbolise une religion où la femme est traitée comme on le sait. Écoutez ce que dit Bruno Julliard. De la part de l'UNEF. Bruno Julliard dit ce n'est pas supportable. Bruno Julliard, ancien patron de l'UNEF pendant quelques années, son voile est le signe du bigoterie patriarcale et sexiste en contradiction avec les combats féministes que l'UNEF a toujours portés. Franck Louvrier. Moi, j'ai pas compris la position d'Alexis Corbière. En tout cas, la mienne, elle est très simple et je pense que là-dessus, il faut avoir des positions claires. Parce qu'en politique, quand on n'a pas des positions claires, le débat, il n'est pas sain. Et je pense que le prosélytisme religieux est incompatible avec le syndicalisme étudiant. Voilà. À partir de ce moment-là, il faut prendre des dispositions qu'il faut en interne à l'UNEF et c'est indispensable parce que si vous commencez à avoir une fonction de porte-parole dans laquelle votre image elle n'est pas celle que vous voulez incarner, bah, ça pose un vrai problème. Et l'UNEF aujourd'hui, c'est bien, au moins on en parle. On n'en parlait pas avant, donc ils doivent être contents, mais je pense qu'on en parle mal. Et donc il aurait mieux fallu prendre des dispositions bien avant. Romain Goupil, là-dessus alors. Elle a été élue. Donc là, cette jeune femme, elle n'était pas désignée parce qu'elle a le voile. C'est quelqu'un qu'ils ont vu militer, qui était avec son voile. Et si on prenait ça comme une normalisation, comme quelque chose qui ne posait pas le problème, tout d'un coup, en réattaquant, en disant elle fait du prosélytisme pour les frères musulmans. Si elle était simplement croyante, c'est exactement ce qui me gêne, moi. C'est qu'elle est le signe qu'elle croit en Dieu. Mais cela dit, c'est pas interdit de croire en Dieu. Est-ce qu'elle serre la main de ses camarades? Est-ce qu'elle serre la main de ses camarades? Est-ce qu'elle est contre l'avortement? Si elle a été élue, normalement, oui. Mais c'est là où moi j'ai aussi un petit doute en disant est-ce que dans ses prises de position politiques générales, elle défend quelque chose qui est de l'ordre de la charia, c'est pour ça qu'elle met le voile, ou alors elle est simplement croyante, ça serait effectivement... Ça me gêne, comme si on voyait une bonne sœur avec une cornette qui dirigeait l'UNEF. Je serais étonné, quoi. Vous voyez la congruité. Non mais Laurence, comme précisément vous l'avez fait remarquer, il n'y a que des hommes autour de la table, d'accord? Quand on parle d'une femme, peut-être qu'on pourrait de temps en temps lui donner la parole. Elle n'est pas sotte, hein. Et d'ailleurs, j'ai vu... On l'a invitée à plusieurs reprises. Pour l'instant, elle souhaite pas. J'ai vu qu'elle a donné une interview. Elle dit qu'elle défend les positions de son syndicat. Un symbole politique. Elle considère, elle, qu'elle défend des positions universalistes, etc. Moi, il y a plein d'aspects auxquels je ne suis pas d'accord. Une fois de plus, moi, j'ai été vice-président de l'UNEF et j'aurais défendu dans l'UNEF la position qu'il ne faut pas de signe religieux
religieux. Je l'ai dit. Seulement, je vois bien, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, de quelle manière, avec gourmandise, on met ce sujet comme ça, et on va en parler pendant des heures, comme si la République était en danger, parce que l'UNEF, que par ailleurs souvent on méprise, devient d'un seul coup le point de départ. Parce qu'on peut prendre la posture, c'est pas tolérable. Et alors, la loi n'interdit pas de toute manière. Le problème, c'est que vous êtes au XXIe siècle et qu'on parle de tout. On va parler de football, on va parler de tous ces sujets-là. Voilà. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. J'entends bien, mais là, donc, on n'est pas au XXe siècle. On peut même penser qu'ils savaient ce que ça allait donner dans les médias. Non, mais, je pense. Non, mais vous avez totalement raison. Mais moi, c'est pour ça que je dis, je me suis exprimé comme certains de mes amis, mais j'ai pas envie d'en rajouter. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle porte le foulard. Je lui dis, mais de la même façon, moi j'ai eu des débats par exemple avec Valérie Boyer, qui est une députée LR, qui aborde parfois de certains plateaux télé une croix catholique de manière un peu ostensible. Je trouve que quand on est député républicain, on n'a pas besoin, quand on est député de manière générale d'ailleurs, de dire je suis ceci ou cela. Sauf qu'on n'est pas en terre d'islam quand même, jusqu'à preuve du contraire. Alors voilà, là c'est là le désaccord de fond. Ah oui. C'est-à-dire que Dacier comme d'autres pensent que la France. Donc comme la majorité des Français, je le crains. Non, la majorité des Français n'ont pas de religion, ne croient pas en Dieu. Et la majorité des Français, je vais vous dire, ils sont attachés à la République laïque. Et si vous croyez que vous allez convaincre cette jeune femme, non pas au nom d'une position générale, mais au nom du fait qu'ici c'est terre chrétienne et qu'on n'est pas en terre d'islam, vous déclenchez une guerre de religion. Allez, vous avez au moins le mérite. Non mais au moins c'est intéressant. Parce que ça marchera pas. Moi, il faut lui dire à la jeune fille... Pourquoi alors ? Parce que la laïcité, c'est justement le fait que, notamment représentants politiques et syndicales, je ne suis pas pour la politique dans la religion. Que ce soit la religion juive, la religion catholique, la religion musulmane. On vous a entendu. Non, mais c'est une question de principe, pas de laïcité à géométrie variable. Pas du genre, un député peut arborer une croix, mais si c'est un foulard, rentre chez toi parce que ici, ça se fait pas. Pas tout à fait la même chose. Pas de signe ostentatoire. Ah bon ? Pas de signe ostentatoire. Eh ben, pas de croix non plus. D'autant plus quand on est pas de kippa, pas de croix, pas de kippa, pas de foulard. Ça fera du bien. Pour les représentants, après chacun fait ce qu'il veut. On passe à un autre sujet, l'insécurité. Vous avez tous été, vous avez vu les images de ces violences à Marseille, à la fois une attaque à la Kalachnikov dans un des quartiers, le 14e arrondissement me semble-t-il, et d'autres images que nous a apporté Samia Ghali, c'était hier soir sur ce plateau, sénatrice socialiste évidemment de Marseille. On va les revoir. Interpellée par Valérie Boyer cet après-midi, écoutez la réponse de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, sur ce supposé laxisme. Écoutez. Plus de Collomb. Si, il y a Gérald Collomb, il se prépare, il est en coulisses, il s'échauffe. Il est pas loin. Il va pas tarder, il est là. C'est parti. Gérard Collomb. L'après-midi même de ces attaques contre des policiers, nous avons envoyé une compagnie supplémentaire de CRS dans le quartier de la Busserine et nous nous apprêtons à en renvoyer une autre parce que toujours dans ce quartier, comme dans tous les autres, force doit rester à la loi. Voilà donc pour Gérard Collomb. Est-ce que c'est la bonne réponse, Franck Louvrier ? Moi, mon sentiment, c'est que d'abord, c'est un climat qui existe sur tout le territoire. Je suis élu de l'Ouest, de la Baule, mais aussi de la région des Pays de la Loire. Et on sait que les tensions, elles sont présentes à Marseille. Alors là, bien sûr, ça saute aux yeux des Français parce que ça a été filmé et que tout le monde peut maintenant capter les choses, je dirais quasiment en direct. Moi, je pense vraiment que la solution, elle n'est pas en nombre de compagnies de CRS. Elle est plutôt à donner plus de pouvoir à ceux qui ont la responsabilité locale, c'est-à-dire les maires. Je ne comprends pas pourquoi, toujours, les maires ne peuvent pas avoir accès aux fichiers des plus dangereux. C'est quand même incroyable. Ils sont en charge. Pardon ? Emmanuel Macron l'a proposé hier. On va voir. Ça a été une promesse. On va voir si elle est réalisée. C'est indispensable. Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas aujourd'hui des moyens qu'on utilise maintenant sur nos téléphones mobiles, qui est la reconnaissance faciale. Je ne comprends pas pourquoi on est encore sous la loi de la CNIL qui a plus de 40 ans, alors qu'il y a eu des évolutions technologiques très importantes qui permettent d'aller plus vite dans notamment la prévention et aussi la répression. Donc voilà, on ne s'adapte pas du tout à la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a des nouveaux moyens, des nouvelles technologies qui permettent notamment à ceux qui sont sur le terrain de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à tout ça. Franck, c'est vrai qu'on n'a pas de place de prison, c'est ennuyeux. Oui, mais avant la place de prison, il faut déjà pouvoir les arrêter. Et pour pouvoir les arrêter, il faut avoir les moyens. On ne sait pas où les mettre. Il faut des armes. Écoutez ce que dit justement le syndicat de police Alliance là-dessus, sur le fait que les malfrats sont mieux armés que les policiers. Les gens sont lourdement armés, mieux armés que nous. Ils sont mieux dotés en matériel que nous aussi, parce qu'ils ont des véhicules hyper rapides. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, nos véhicules sont plutôt essorés. On ne concourt pas dans la même cour.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand Gérard Collomb dit « force doit rester à la loi » et que depuis 30 ans, ça se suit et ça s'enchaîne et qu'on dit 60 policiers de plus, compagnie de CRS de plus et que ça ne change pas, c'est que c'est cette loi qui ne va pas. Il faut abolir cette interdiction du hashish et de l'herbe. Il faut légaliser, qui prennent la mesure de ce qui était en train de se passer. Tu parlais 21e siècle, mais regarde Portugal, regarde Espagne, regarde Hollande, regarde États-Unis, regardez partout autour de vous. Après, il reste la coke et l'héroïne. Et alors, le problème de la coke et l'héroïne, quel est le problème? Il y a la vodka qui est en vente libre. C'est pas exactement du dégât, mais bon. Ça fasse du dégât ou beaucoup moins de dégâts quand en Suisse, il y a des salles de shoot où on peut le distribuer. Il y a beaucoup moins de morts. Non, mais c'est pas la baguette magique non plus, la légalisation. Bien sûr que si, c'est la baguette magique par rapport à ce qu'on dit des types qui ont une force incroyable au niveau de l'argent qui leur permet effectivement, sur tous les réseaux mafieux, de tenir maintenant presque un double pouvoir. 60 000 euros par jour, nous disait Karim Zeribi ce matin. Alexis Corbière, votre position là-dessus? Il y a plusieurs débats. Premièrement, il y a un débat. La police manque de moyens? Oui, indiscutablement. Souvent, ceux qui ont pris des postures autoritaires par le passé ont été les mêmes qui ont supprimé les postes de policiers. Nous, on a proposé la création de 10 000 postes de policiers, notamment y compris des tâches de secrétariat qui permettaient qu'il y ait un meilleur développement sur le terrain. Il manque de moyens, ils travaillent dans de mauvaises conditions. Moi, je suis élu de Montreuil et Bagnolet. Le commissariat, il est au Lila, dans des préfabriqués. Je suis intervenu dernièrement parce qu'il y a une cité qui est la capsulerie à Bagnolet, où il y a du trafic de drogue. On évoque 60 000 euros chaque jour de chiffre d'affaires, etc. Et je demande un commissariat de plein exercice dans ma ville que je n'ai pas. Les gars, ils sont une douzaine à s'occuper du quartier, etc. Je n'ai pas obtenu. Monsieur Collomb n'a même pas voulu me recevoir avec le maire pour en parler, pour vous dire de quelle manière, en vérité, ce sujet le préoccupe beaucoup. Ça, c'est insécurité. Les policiers travaillent dans des conditions difficiles, mais il ne faut pas un rapport non plus d'une présence policière qui vient que, comme ça, de temps en temps, faire le coup de poing. Après, autre sujet. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis. Les policiers, ça leur prend un temps fou. Il y a 5 millions ou à 7 millions de consommateurs aujourd'hui. Je parle du cannabis, pas du reste. D'accord? Je serais pour que ça rapporterait de l'argent, 311 millions. Je suis pour que ce soit une activité, ça permettrait la santé publique de pouvoir vendre des produits. On sortirait de l'illégalité beaucoup de gens et après on frapperait les trafiquants parce qu'il y a des bandits là-dedans indiscutablement. Entre le gars qui vend du shit quelque part et celui qui a des armes à feu pour tirer dessus, c'est quand même, c'est pas les mêmes. Enfin, je veux dire, il y a des liens. Voilà. Et enfin, pour finir, cher Laurence, avec tout le respect que je vous dois, on a parlé islam, on parle insécurité. Et on va parler de la SNCF. Oui, j'aimerais bien parce que en permanence passer notre temps à parler de ces sujets. Avec la surenchère, si on légalise le cannabis, après ça va être la légalisation de quoi? De la coke, etc. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais voilà, parce que le problème, c'est un problème de marché. C'est pas un problème de légalisation. Cher Franck Levrier, moi je vous assure, franchement, en plus je suis père de famille, je veux la jouer un peu comme ça. Moi, ma position, elle a évolué. Bien sûr que c'est pas bien de fumer le cannabis, mais tous les médecins considèrent que les dégâts sont à peu près équivalents que l'alcool. C'est pas bien de boire, mais l'alcool est en vente libre. D'accord? Non, attendez, l'héroïne et le crack, ça c'est autre chose. Les dégâts sur la santé sont beaucoup plus importants. Vous avez, franchement, tous dans votre entourage, nous avons des gens qui fument régulièrement du cannabis. Vous allez transférer le marché. Et c'est une hypocrisie. Non, mais là, moi je vais vous dire autre chose. Alors, il ne vaudra plus rien. Alors, je vais le prendre à l'envers. Dans ma cité à Bagnolet, ça se passe au su et au vu de tous. Les clients arrivent dans le square. La police est là, leur tourne, tout le monde voit. Et la police en vérité. Il n'y a pas que le cannabis en trafic. Non, mais c'est essentiellement ça. Mais la police ne peut pas aujourd'hui mettre un terme au trafic de cannabis. Ce n'est pas vrai. Discuter avec des policiers, c'est du baratin. Ça leur fait perdre du temps. Ça n'est pas vrai. Tout le monde connaît les endroits. Moi, je parle de chez moi. Ça se passe comme ça, clairement. Il y a 40 clients dans un square. Les types viennent de vendre le truc. Et l'autre jour, j'étais en bas de la cité. Les policiers sont là avec des chiens. Ils le voient. Tout le monde le voit. Bon, c'est absurde. C'est un jeu de rôle au bout d'un moment. Sortons de ça. Et y compris, on peut avoir un vrai contrôle de santé publique sur quel produit est vendu. Ça peut rapporter des recettes parce qu'il y aura de la TVA dessus. Ça peut sortir des types qui sont dans l'illégalité d'avoir un petit business coffee shop. Et franchement, on s'en sortirait. Et surtout le fait que ça soit interdit en France ramène le bénéfice est énorme ici avec le trafic. Donc tous les trucs qui sont réglés ailleurs en Europe, c'est ici. Vous mélangez le trafic de cannabis et tous les autres drogues. Et les autres drogues, le problème, c'est là où discutons-en plutôt que de dire c'est tout est interdit. Oui, mais je crains que la solution ne soit pas en partie là. La solution, c'est plus de donner les moyens à ceux qui sont sur le terrain. Stéphane Gatignon, qui était maire de Sevran, Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur, eux voulaient qu'on discute de ça. La discussion n'a pas lieu et là, on nous propose 60 policiers de plus et des compagnies de CRS. C'est absurde. On va faire simplement monter le prix du marché et alimenter encore plus le grand banditisme. Je pense que la police, si elle avait les moyens, et les juges, s'ils avaient aussi les moyens de sanctionner, obtiendraient les résultats. Au jour d'aujourd'hui, vous avez raison, quand on entend
le ministre de l'Intérieur dit « force doit rester à la loi », on a envie de rigoler, parce que ça fait des années et des années qu'on dit la même chose, c'est devenu un slogan vide, et la force, quand on voit ces images, elle n'est plus du côté de la loi. C'est un autre droit qui s'applique, heureusement pas partout, et pas seulement à Marseille, mais dans certains quartiers ou dans certaines banlieues, c'est un autre droit qui s'applique, et la police n'a même plus la capacité d'y entrer. Il y a quelques années, les truands jamais n'auraient osé simplement braquer leurs armes sur les policiers. À Marseille. À Marseille ou ailleurs. On ne tirait pas sur les flics, c'était trop cher. Ben, criminalisons dans ces cas-là. C'était trop cher. Criminalisons les actes sur les policiers. Ce qu'on a aujourd'hui, on est, qu'on le veuille ou non, dans un système complaisant. Et par la force des choses, bienveillant à l'égard. Le mot est peut-être un peu fort. Vous savez que quand vous êtes... Non mais franchement, arrêtez. Mais ça fait peur à personne. Lorsque vous portez atteinte à des policiers, c'est juste des circonstances aggravantes. Mais bien sûr. Criminalisons l'acte envers les policiers. Mais on sait même pas où le rapport de force, il va changer. Ça, c'est encore un autre sujet. Tolérance zéro. Beaucoup de sujets qui sont... Tolérance zéro, à l'inverse de ce que vous préconisez. Tolérance zéro dans certains cas. Moi, je préconise rien. J'observe quand vous discutez avec le commissaire de police et des inspecteurs qui savent tout, ça se passe ouvertement, et qui ne courent pas après. Et si vous êtes honnête, vous avez des gens là où je suis d'accord avec des Parisiens, des bourgeois d'ailleurs, ils savent très bien où là où je suis d'accord avec vous, je ne vais pas souvent dans les hypocrite. commissariats, mais la dernière fois que j'y suis allé, parce qu'on m'avait cassé ma voiture, il y avait 15 flics très sympas d'ailleurs dans le commissariat pour faire les tâches, entre guillemets, administratives. Ok. C'est pas normal. Moi, je préfère qu'ils courent après les Vous avez raison, le cannabis. embauchons des moyens, mais déjà pour sortir Il y a une la révolution police numérique. des commissariats. Et il y a une révolution numérique à faire aussi bien dans le monde de la sécurité que dans d'autres niveaux. Mais le recul sur on va légaliser tout ça est une folie. La SNCF, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il y avait avant, et ça n'a pas de rapport avec ce qu'il y avait après, mon cher Alexis. On balaye l'actualité. Le vote action aujourd'hui, on a eu le résultat ce matin. 94,7% des cheminots ont voté non au plan de réforme du gouvernement. Évidemment, c'est un chiffre qu'on va découvrir et que l'on connaît. C'est massif, évidemment. 61% de participation. C'est une participation qui est au niveau. Et qu'est-ce que représente ce vote? Encore une fois, Franck Louvrier, pour l'instant, le gouvernement ne veut même pas en entendre parler, puisqu'il dit, voilà, aucune légalité pour ce scrutin. Mais c'est normal. On a des pétitions quand on est élu local, en permanence, quand vous voulez changer quasiment le sens de circulation d'une rue. Vous avez des études et des sondages lorsqu'il y a une manifestation en interne. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une hiérarchie. Il y a un patron. Il y a des actionnaires, parfois. C'est eux qui décident. Donc les gens peuvent donner leur opinion. À un moment donné, c'est les chefs qui décident. Que ce soit dans le monde du football ou que ce soit dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Donc il faut respecter les décisions qui ont été prises. Il faut écouter, bien évidemment, les expressions. Mais à un moment, il y a des chefs, il y a des gens qui décident. Et dans l'entreprise, on suit ou on la quitte. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que doit se passer dans toutes les structures qui fonctionnent bien. C'est pas une surprise. Tout le monde s'attendait à ce résultat. Je ne sais pas si le vote s'est déroulé dans des conditions absolument irréprochables. C'est même plus le problème. Ça n'a pas mais c'est naturel. La SNCF, c'était la belle endormie, avec un statut magnifique, garantie de l'emploi à vie, même si vous tuiez le chef de gare avec un bon avocat, vous en sortiez. C'était peinard, et c'était le contribuable qui mettait, à la fin de l'année, on mettait 3 ou 4 milliards. Finalement, la dette, l'État, c'est encore nous qui allons la payer. Bon, c'est naturel que les gens qu'on vient déranger, je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui sont d'accord pour que leur boîte évolue quand même, parce qu'ils se rendent compte que le monde a un tout petit peu changé autour. Bon, il y a un noyau dur, cheminot, contrôleur, aiguilleur. C'est 2 mois de grève, ça fait un peu long pour une réforme qui est quand même pas la révolution. Il ne faut pas s'occuper de ce que le personnel, entre guillemets, a dit. C'est normal et naturel. Il y a une politique, qu'elle doit être mise en œuvre. Je pense qu'elle est en train néanmoins de subir quelques aménagements au Sénat, de manière à ce que les amendements qui vont être votés devraient, en principe, je peux me tromper, permettre une reprise du travail, disons, au début du mois de juin. Alexis Corbière, c'est ce que vous sentez aussi? Est-ce que non, vous mais moi, ça aussi je ne vais pas commenter le style de Jean-Claude Dacier. Le statut privilégié, vous devez gagner, je pense 3 à 4 fois plus qu'un cheminot moyen, vous. Non mais moi je me faire virer, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et évidemment, on licencie la SNCF aussi, je vous le rappelle, quand on a une faute professionnelle, et tout le monde s'est accordé à dire. Alexis, tout le monde s'est accordé. Non, oui, mais parce que les salaires étant quand même pas très importants, vous savez, c'est des compromis d'entreprise. Par ailleurs, c'est des entreprises privées qui sont devenues nationales, parce qu'avant c'était le faut évoluer. C'est ce qui a permis d'avoir que nous avons des trains qui fonctionnent, etc. par rapport à d'autres.
d'autres, il faut arrêter de dire du mal, il faut perfectionner tout ça. Tout le monde s'est accordé à dire, même pas seulement la France insoumise, que de toute façon le statut des cheminots n'a rien à voir avec les difficultés, à savoir l'endettement. C'est dû à des mauvais choix stratégiques, notamment par les mêmes aujourd'hui qui font la leçon à la direction de la SNCF, qui portent la responsabilité Madame Parly, qui a un salaire extrêmement exorbitant par rapport aux cheminots. Donc eux, bon, c'est eux les responsables, c'est pas les cheminots. Moi, ce que je trouve intéressant, cette histoire en 2 mots de référendum, ça vient d'où? Ça vient de la discussion à Air France. C'est-à-dire qu'à Air France, le PDG d'Air France, lui, fait le choix avec un certain courage de dire, voilà, moi, j'oublie son nom du PDG. Monsieur Janayak. Voilà, il dit, bon, voilà, moi, soit j'ai les salariés avec moi, soit je m'en vais. Il y a un vote, les salariés disent non. Le type avec dignité, moi, je trouve, je dis le type, il manque de respect, mais en fait, il dit, bon, moi, je ne ferai pas si j'ai pas les salariés avec moi. Le Pépi devrait faire la même chose? Ben, du moins, je veux bien que là, c'est pas organisé officiellement, mais c'est un signal. Les cheminots, devant la situation de blocage, que le gouvernement leur dit non, on bougera pas, on va être dur, rien. Ils disent, bon, on essaie de démontrer au moins que les salariés de la boîte, qui ne sont pas concernés, vous avez suivi, c'est-à-dire que ce seront les prochains. Là, ils se battent pas pour eux. Donc il y a une forme de panache, de générosité. Eux, ils veulent pas pour les suivants. Les types, ils disent, nous, on est, y compris les cadres, hein, je vous invite, alors vous ne me croyez pas sur parole si vous voulez, les cadres, notamment, sont allés voter et ne sont pas d'accord avec ça. Donc ça montre Vous voulez un trophée ou vous voulez que la loi, on la remballe? Ce que je cherche, c'est que je pense, sans contester, évidemment, Emmanuel Macron qui a été élu, c'est qu'il faut, dans une démocratie adulte, le citoyen n'est pas un enfant qui rentre à la maison entre 2 élections. Et enfin, dans le programme d'Emmanuel Macron, cette réforme du statut n'y était pas. Donc on peut quand même en discuter. Et c'est ça qui fait que ça bloque. Ça n'était pas dans le programme, ils n'ont pas été élus pour ça. On peut quand même observer, aller voir le film pour le coup de Goupil et Cohn-Bendit, que ce pays dans un état de grande turbulence politique, d'abstention, de dégoût de la classe politique. Et là, l'élection de M. Macron, même si vous le trouvez formidable, ne règle pas cette colère. Et il faut l'entendre. Et si c'est à la schlag qu'on fait avancer les réformes, évidemment, et des mauvaises réformes, eh ben, il y a de la résistance. On va écouter Laurent Brun. Il s'exprime il y a quelques instants chez Sonia Mabrouk qui demande la démission de Guillaume Pépi. Ça ne met pas son mandat sur la table. Par contre, c'est très clairement un camouflet pour lui, puisque lui annonce depuis des semaines, il provoque d'ailleurs un peu, que 80% des cheminots sont favorables à la réforme, puisqu'ils ne sont pas dans la grève. Là, on voit très clairement que l'opposition à la réforme est massive, et c'est un camouflet d'autant plus important que les consignes qui avaient été passées par la direction, c'était de ne pas favoriser ce vote. Donc pas de démission, mais un camouflet, Romain Goupil. Sur le vote action et la façon dont c'est fait, le personnel est en grève. C'est comme si tu fais circuler une pétition, c'est plus de l'ordre d'une pétition. Donc effectivement, heureusement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas 100% moi, de gens parce qu'ils sont gourés dans les chiffres. De signer cette pétition. Sur le... Est-ce que c'est qu'à eux à donner leur avis? C'est quand même un service public. On est tous concernés par les trains, effectivement, cette transformation. Là, pour le coup, il l'a dit, Monsieur Brun de la CGT, c'est limité aux agents et à ceux qui sont dans la SNCF. Si on voulait que ça ait valeur légale, il faudrait aller sur une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, c'est tous les 5 ans. Le mois de février, accessoirement, les Français, dans tous les sondages, soutiennent la réforme. Parlons-en. Il y a quelque chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de convergence des luttes. Ça, c'est vrai. Quel que soit. Arrêtez d'énerver Alexis. Non, mais je pense foncièrement. Parce que vous allez le 26, vous allez voir. Le 26, ça va être nombreux dans la rue, vous allez dire mais pourquoi il n'y a pas de convergence des luttes? Pour une simple et bonne raison. Venez, camarades, là aussi, convergeons. Mais pourquoi? Parce qu'on est au XXIe siècle. On n'est plus au XXe siècle. Et qu'en fin de compte, pour mener une bonne action révolutionnaire, c'est plutôt une divergence des actions qu'une convergence des luttes. Il faut plutôt essayer de répartir les choses pour qu'il y ait des mobilisations plutôt que de penser que sur un seul problème. Je ne suis pas révolutionnaire. C'est trop cher. C'est ça la révolution aujourd'hui. Tout le monde aime la SNCF. De Sarko, la CGT, il est prêt à donner un conseil. Je prends le train toutes les semaines. Oui. J'aime, et comme tout le monde. Mais c'est pas scandaleux de considérer que le monde bouge et qu'il faut faire évoluer les choses. Je suis pour faire évoluer les choses. Encore une fois, c'est une réforme à minima. Personne n'est licencié, le statut actuel est préservé, il n'y a pas de menace sur la privatisation. Ça fait 2 mois qu'on est en grève et qu'on enquiquine tout le monde. Mais enfin, non mais Jean-Claude, c'est pas sérieux. Il y a un problème de la dette, vous êtes d'accord si vous avez regardé que cette réforme ne règle en rien le problème de la dette. On va payer. Absolument rien. Oui, donc ce qui est un peu mauvais choix. Nous, vous et moi, on va payer. Oui, j'entends bien. Donc c'est pas en touchant le statut des cheminots, ça n'a rien à voir. Il faut commencer. C'est pas en précarisant les prochains qui eux sont sur d'autres formes de contrats qu'on règle le problème. On n'y touche pas. Deuxièmement, en quoi, expliquez-moi,
le fait qu'une compagnie allemande ou je sais pas quoi va venir sur nos propres rails, venir mettre en train la concurrence sur un statut qui va... Comment il va faire concurrence à la SNCF, évidemment, parce que les prestations, y compris les conditions de rémunération des gens qui feront tourner le train sont moindres. En quoi ça va améliorer les choses? Le temps des monopoles. Moi, j'aime bien. Le temps des monopoles et des rentes est terminé. Je sais, c'est ronflant ce que vous dites, mais Ah moi, là non, où j'aime bien, les monopoles, c'est que le monopole, il permet que la ligne rentable, elle fait gagner de l'argent, et avec la ligne rentable, on finance la ligne non rentable. Et moi, je veux les petites lignes aussi en province qui rapportent pas d'argent. Vive la concurrence. Regardez la concurrence, je vais vous dire. Sur quoi va y avoir concurrence? Sur ce qui rapporte du business. C'est-à-dire les grandes lignes. Ah ben c'est sûr que de temps en temps gagner de l'argent c'est bien. Ça évite aux contribuables de payer à chaque fois. Ce que je veux vous dire, c'est que la petite ligne de province, je la veux aussi, celle qui rapporte pas d'argent. Mais vous l'aurez. Parce que j'aime ce pays. Mais on la paye quand même je encore. l'aime mieux que vous peut-être. Mais on la paye toujours. Oh ça c'est pas sûr. Est-ce que vous voulez le monopole de la France? Match nul. Romain Goupil, vous avez sillonné la France pour la traversée. Vous avez senti effectivement cette Il a fait tension? un bagnole, hein. On a sillonné effectivement l'ensemble. On n'a pas eu le droit de monter dans le TGV parce que à cause des précautions antiterroristes. Donc là, c'est hors de question. Tu m'étonnes avec Cohn-Bendit. C'était hors de question de monter dans le train qui avançait avec les cheminots. Mais cela dit, dans ce pays, il y a 15 000 trains tous les jours. C'est un pays qui fonctionne, c'est un pays où on peut améliorer les choses. Mais nous, ce qu'on a vu dans tout ce qu'on a filmé, on n'y allait pas pour démontrer quelque chose, on allait pour observer. Et ce qu'on a observé, c'est que, hors des discussions d'éditorialistes sur le déclinisme, sur le pessimisme, sur une France qui serait à l'arrêt et qui serait complètement désespérée, c'est pas ce qu'on a vu. Cela dit, on a été énormément aidé par les paysages. Absolument magnifique, il fait très beau, et là, des arbres, de la mousse, de tout ce qui est ce pays, il y a quelque chose où tu te dis, peut-être on n'est pas à la hauteur même de ce pays. C'est complètement idiot sur quelque chose qui concerne tout le monde, la SNCF, de venir sur un bras de fer à ce point-là pendant 2 mois. Allez Romain, on regarde un petit extrait de la traversée et on en reparle ensuite. Non, ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café. Ce serait pas idiot. Mais après, il a raison, il y a toujours une relation un peu biaisée. Donc on va pas faire 52 minutes, mais venir prendre un café à Francfort, c'est un clin d'œil sympathique pour quelqu'un qui a mis le désordre, pour pas dire autre chose, à l'université il y a 50 ans en France, non ? Franck Louvrier, vous auriez conseillé à Nicolas Sarkozy de jouer dans le film de Romain Goupil? Oui, je pense que c'était un bon exercice. D'abord, je préférais regarder hier soir cette chaîne qu'une autre. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé pas à quoi vous faites allusion. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve ça bien que les acteurs de notre pays, les acteurs, pas dans le sens spectacle, les acteurs de notre pays puissent se prononcer sur notre société. Et vous avez raison, c'est un peu le Depardon, je dirais, du cinéma, ce que vous avez fait. C'est-à-dire que Depardon avait fait un ouvrage très intéressant sur la France. Et là, vous avez fait quelque chose qui était passionnant avec des acteurs. Oui, mais là, sur cette séquence, particulièrement avec le président de la République, c'est plus de l'ordre de Woody Allen. C'est-à-dire qu'on s'engueule terriblement avec Cohn-Bendit. Est-ce qu'on peut filmer le président de la République? Et moi, je lui dis non, c'est impossible. L'Élysée va changer tout, le cadre, le respect. Et il dit, mais t'es vraiment resté complètement vertical dans ta tête, trotskiste et tout. Et on s'engueule. Et on s'engueule tellement que le film... c'est limite, on est en plein tournage. Et de cette engueulade que je raconte à Paris, mettez-la dans le film. Et c'est ça qu'est le début. On s'engueule tous les deux. Et qui assiste à cette engueulade où on dit le plus grand mal du président de la République en disant que c'est impossible de le tourner, que c'est trop de respect, et lui dit mais quoi, depuis 68, le seul truc que j'aurais pas le droit c'est de discuter avec le président de la République, et tout d'un coup t'entends une petite voix qui dit mais on pourrait se retrouver, Romain a raison, l'Élysée c'est trop un décor, mais on pourrait se retrouver dans un café. Et là, on voit le café. Jean-Claude ? Donc, ça correspond tout d'un coup à quelqu'un au milieu de toutes les autres rencontres. Moi, que Cohn-Bendit et Romain Goupil, 68, dialogue avec une telle bienveillance, avec un président libéral, je suis ému, qu'est-ce que vous voulez? Je ne m'y attendais plus, je n'y croyais plus. Eh ben si, ça arrive. Je comprends qu'Alexis soit un peu déstabilisé. Il est sceptique, là, on va se dire. Hein. C'est quasiment le plus jeune. Hein. Moi, je suis né le 30 mai 68. Moi, je suis né en 68. Moi, je suis né le 30 mai 68. C'est une bonne date. Et moi, j'ai manifesté en 68. Ah ben, Patrice Boisvert, à mon avis, vous les Champs-Élysées avec le général de Gaulle. Non, j'en sais. Bon, un petit mot là-dessus. Non, mais il y a plusieurs aspects. Bon, sur les caboutinages de Cohn-Bendit, tout ça, mais le film, je l'ai vu la moitié hier soir. Il y a une vision. Je sais pas, moi, en plus Romain, il aime bien m'énerver, il est méchant après nous, mais il a bon fond en vérité, mais il est méchant après ce qu'on fait.
Mais il y a une vision, notamment, j'ai vu, là, c'est des pipas que vous allez voir, les scopes, les gars, nous on s'est beaucoup battus pour les soutenir dans la campagne. Ils ont repris une coopérative qui font des glaces et c'est vachement émouvant. Donc il y a des beaux passages comme ça, des paroles de Français, de salariés, enfin je dis de Français, de gens qui sont dans ce pays, qui en font la richesse. Il y a une belle opération de communication avec Macron et ça termine en plus avec une parole où il vante la verticalité, c'est-à-dire la monarchie, la 5e République à fond, bon, qui est assez, là, de ce point de vue-là, politiquement. Allez, ça c'était pour la traversée. Mais non, mais parce que c'est quand même dingue. On a un président qui arrive et qui nous explique que les Français veulent de la verticalité, un monarque et tout. Ça lui trotte dans la tête à Macron. Hein. C'est obsessionnel. Peut-être. On lui posera la question. Allez, on parle un peu de football parce que c'est de ça que tout le monde va parler ce soir et demain dans les cafés. C'est Adrien Rabiot, 23 ans, qui claque la porte à Didier Deschamps. Il devait être suppléant. Et ben non, il lui a envoyé un petit mail en lisant pas question. Écoutez la réponse de Dédé, pas piqué des hannetons. Je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur en prenant une telle position parce que voilà, le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme et que le très haut niveau, on se doit d'être professionnel en toutes circonstances. Jean-Claude Dacier, alors, ancien entraîneur de l'OM. Enfin, entraîneur, pardon, ancien patron de l'OM. Mais à son job, il a raison. Moi, je sais un peu comment il réagit et choisit ses hommes. Je pense que Rabiot, je suis d'accord avec lui. Ce garçon a fait une erreur. On me dit que sa maman le conseil, l'a mal conseillé, c'est une bêtise. Elle le conseille depuis le début en plus. Oui, bon, Deschamps dit il ne se ferme pas pour autant à la porte de l'équipe de France. Tel que je connais mon Deschamps, je ne suis pas tout à fait convaincu. C'est pas bien, c'est idiot, c'est un geste d'un péché de jeunesse peut-être, enfin... C'est un problème de génération. Il a plus 15 ans quand même. 23 ans. Ah bon, j'entends déjà. Voilà, un problème de médiatisation, c'est un problème d'argent. L'argent, c'est un problème aussi où on ne comprend pas toujours où est la hiérarchie, parce qu'il y a un réserviste, mais il y a aussi un général, c'est Deschamps. Bien sûr. Et là, il dit ce qu'il a à dire. Non, mais et puis, malheureusement... Vous méprenez. En fait, depuis qu'il est tout jeune, à l'école déjà, le fait qu'il s'appelle Rabiot, eh ben, il ne veut pas être le Rabiot de l'équipe de France. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. La psychanalyse, en fait, qu'il faut faire ce soir. C'est pour ça que sa maman lui dit, tu ne vas pas être encore le Rabiot assis sur... D'accord. C'est le trait d'humour. Alexis Corbière, là-dessus. Non, mais j'ai pas envie que Didier Deschamps s'occupe des candidats à la France Insoumise, donc je vais pas me mêler de l'équipe. Vous n'êtes pas vous aussi sélectionneur. Non, mais... Écoutez, 66 millions de sélectionneurs. Ça, c'est clair. Mais allez, honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste. Je ne connais pas Rabiot. Je trouve que le geste a du panache en même temps. Bon, lui, il dit, bah, si c'est comme ça, je ne veux pas. Surtout si c'est côté panache, ouais. Quoi? Vous êtes plutôt du côté de... Je suis côté de personne, je trouve, arrêtez. C'est un bon joueur. Si le type, il dit... Non, mais il prend des risques, évidemment. Mais le type, il dit, moi, dans ces conditions, j'ai pas envie de venir. Il a... Ben, écoute, on va pas passer des heures à parler. Il peut dire qu'il est contre le mondial en Russie et contre Poutine. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas exactement ce qu'il dit. Ce qui est plus grave, en revanche, c'est ce qui s'est passé, évidemment, autour du match à Ajaccio-Le Havre. Et ça va sans doute vous faire intervenir et parler à Alexis Corbière. Vous savez que ça prend une tournure politique. En Corse, plusieurs élus ont dénoncé un racisme anti-corse et un véritable lynchage médiatique. On va écouter d'abord ce que dit Édouard Philippe à propos de ce qui s'est passé et de ces échauffourées. Ce qui est inacceptable, c'est la violence, c'est l'insulte raciste. Ce qui est inacceptable, c'est un niveau de brutalité et d'imbécilité qui n'a rien à voir avec le football, qui est un sport qu'on aime. Tout le monde est perdant. Le Havre a perdu le match, très bien. Ajaccio a perdu d'une certaine façon. Le prochain tour de barrage se fera dans des conditions qui seront des conditions plus difficiles pour elle et dans un stade à huis clos. C'est pas le football. Le football a perdu. Le football a perdu, évidemment. Ancien maire du Havre, vous le soulignez, Franck Louvrier, pour Édouard Philippe. Pourquoi il n'a pas mis le survêtement, le sélectionneur? Ceux qui connaissent bien la Corse, c'est qu'en Corse, tout est politique, même le foot. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est toujours dangereux. Maintenant, la violence est totalement condamnable et on ne peut pas arriver à donner... Est-ce qu'on a entendu n'était pas acceptable? Match à huis clos, il y a quelque chose d'absurde. Un match à huis clos, quoi. Oui, c'est des sanctions possibles. Il n'y a aucun public. On a entendu, moi j'ai pas tout entendu, il n'est pas acceptable, mais moi j'ai vu l'autre jour nos amis, c'est notamment le Paris Football Gay, qui font circuler une vidéo avec tous les chants homophobes dans les stades. Bon, je veux dire, attention, il n'y a pas que ça, c'est pas parce que... Moi, les Corses, parfois, ils m'agacent un peu, mais c'est des gens bien quand même, ils sont pas plus excessifs que les autres. C'est parfois un peu facile de dire les Corses. Il y a soi-disant des violences, si j'ai bien compris, une vidéo qui montre que peut-être aussi... Je veux pas accabler le Havre. En plus, c'est la ville du Premier ministre, faut rien dire. Mais le Havre aussi, vu l'enjeu, tout le monde en rajoute.
en disant que ce serait évidemment la faute d'Ajaccio. Je suis pas sûr. Je propose que la justice tranche ce qu'elle a à trancher. On est et d'accord. que honnêtement, j'en reviens. On va juste écouter. Le Premier ministre donne son opinion sur le foot. On a interrogé sur des surtout. questions sociales. Je vais vous faire écouter la députée qui s'appelle Agnès Firmin-Lebaudot. Elle était au match et elle raconte ce qu'elle a entendu. Ce que j'ai entendu, ce sont des propos racistes, français de merde, ramasseurs de coton, sales négros, et il faut les tuer. La Ligue de foot a sa part de responsabilité et a sa part de travail à faire que dans les enceintes sportives françaises, on ne tienne plus ce genre de propos racistes. Ça n'est pas tolérable et il ne faut pas le tolérer. C'est clair que c'est absolument intolérable. Non, mais c'est les propos aussi qu'on a entendus, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs, lorsque le quart, lors du premier match, qui a été ensuite annulé, a été caillassé. On a entendu des trucs, on a l'impression que, enfin, les Français de merde, allez vous faire... Mais c'est effrayant. Donc, c'est pas uniquement la responsabilité de la Ligue, mais néanmoins, elle fait preuve d'une bienveillance parfois un peu coupable. Et là, je pense qu'il aurait dû... C'est jamais facile d'aller jouer au football en Corse. Hein, il faut bien... C'est ça, il y avait eu un précédent où moi... Il y en a quelques-uns. Ils avaient repassé des images où là, les stadiers prenaient part, ça avait été envahi, la pelouse, et une bagarre avec une espèce de loi du lynche sur la pauvre équipe qui rentrait, essayait de se protéger. Demandez aux arbitres, demandez à certaines équipes, ça ne se produit heureusement pas à chaque match. Mais honnêtement, franchement, il serait temps tout de même que la Ligue... Alors, il ne faut pas globaliser. Et quand Jean-Guy Talamoni dit qu'il y a une haine anti-corse, et quand M. Simeoni dit un climat d'hystérie anti-corse, est-ce que vous êtes d'accord? Non, Alexis Corbière. Moi, de ce que j'entends, là encore, j'aime pas les politiques qui parlent foot, je le dis vraiment, alors vous me forcez. Non, mais parce que j'aime pas ce côté... Ah, mais à la France Insoumise, vous n'aimez pas le foot, hein? Non, j'aime... Non, mais je veux dire, c'est pas ça. Il n'aime pas les sports populaires. Il aime bien l'OM, Jean-Luc Mélenchon. Non, j'aime pas... Non, mais Jean-Luc, je veux dire... Jean-Luc, il aime bien. Autant, vous savez, à l'époque, on parlait de Chirac et Jospin, que Jospin aimait le sport, Chirac aimait les sportifs. Jean-Luc, il aime le public, lui. Je veux dire, c'est franchement, c'est ça qui lui plaît. Non, mais c'est vrai. Un peu de com', ça. Non, mais je vous assure que... Non, mais ce que je trouve pas sympa, il a découvert, c'est quand t'as des gens... Ils s'en foutent du foot, c'est pas son style, il connaît rien. Je lui ai expliqué la règle du hors-jeu, il sait même pas ce que c'est. Franchement, il cherche pas à mentir quand il y va. Son pote Cohn-Bendit, qui a joué à une époque commentateur sportif, se mélange des genres pour faire peuple, moi j'aime pas. Oui, franchement. Alors, pour revenir... Les insultes. Comme François Hollande ou comme Sarkozy. Il y a des insultes dans les stades. J'ai encore vu, je répète, une campagne notamment menée par nos amis. J'oublie leur nom, c'est vraiment, ils me le reprocheront, mais il y a des insultes homophobes dans les stades. Les OIS, enculés, PD, machin, ça se dit souvent dans nos stades et c'est intolérable. Et franchement, les différentes instances devraient intervenir. S'il y a eu des propos racistes, c'est intolérable. Après, j'ai pas l'impression qu'en Corse, ce soit pire qu'ailleurs. Voilà ce que j'ai à dire à ce stade. C'est parfois un peu facile aussi de caricaturer les Corses. Je trouve qu'il y a sans doute de l'excès et les violences que vous dénoncez. Mais c'est pas le seul... Non, honnêtement... Pointe de démagogie. Non, mais vous trouvez qu'il y a plus de... C'est pas facile d'aller jouer au football en Corse dans certaines circonstances sportives. À Marseille aussi? Mais il faut pas accabler les Corses. Marseille, écoutez, Marseille n'est pas... Les supporters marseillais sont pas violents. Il y a eu une après-midi d'incident qui était dû à la Ligue. Ils ont un peu massacré un type, non ? Qui était dû à une faute de la Ligue, qui a annulé le match quasiment 6 heures avant le coup d'envoi. Les supporters du PSG étaient là, ça s'est évidemment mal passé sur le Vieux-Port. Globalement, la violence et Marseille, ils sont souvent mal élevés. Ils ont l'insulte au bord des lèvres, ça c'est vrai. Violent, non, je comprends. Il y a des supporters du PSG, c'est pas des lumières, hein. Franchement. Dans tous les clubs. Ça m'est arrivé du côté du Parc des Princes des Rois. Ça fleure bon le racisme aussi. Il y a eu un gros travail de fait au PSG. Oui, non, mais j'entends bien. Ouais. Mais c'est pas parce que il y a le côté parce qu'ils parlent avec l'accent du Sud, c'est des bourrins. Et nous, à Paris, on est un peu mieux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je demande à voir. Écoutez, j'y connais. Vous êtes meilleur spécialiste que moi. Mais je demande à voir qu'à Ajaccio ou à Marseille, c'est pire qu'ailleurs. Moi, je crois pas. Après, il y a plein de choses à combattre. Mais prenons par tous les bouts, y compris, je répète, parce que cette belle campagne contre l'homophobie dans les stades. Tout le monde aime la Corse. Tout le monde. C'est le plus beau pays du monde. Il y a quand même, ça leur permet pas, parfois... C'est le plus beau pays du monde. Ça y est, on a un nationaliste corse. C'est le plus beau pays du monde et il fait partie de notre pays, c'est une évidence. Alors on va finir ils ont quand même le devoir... de démagogie, là, par contre. Ils ont le devoir de faire attention à ce qu'ils font. On est d'accord. Alors attendez, on finit sur un sourire parce que Patrice Boisfort, vous aviez quelques petites parodies sur Rabiot parce que voilà, les internautes se sont bien marrés avec ça. Oh oui, ils se sont régalés aujourd'hui. Vous avez dit melon, vous avez dit grosse tête. Eh bien, demandez à Adrien Rabiot, qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis aujourd'hui avec cette décision de ne pas aller en équipe de France, joueur du PSG clairement raillé sur les réseaux sociaux, voilà, grosse tête.
à l'image aussi de Kylian Mbappé, qui en a pris lui aussi pour son gras. D'autres photos, d'autres images de tweetos avec, regardez, beaucoup de melons qui sont revenus aujourd'hui. On a eu aussi des pastèques, en veux-tu, en voilà. Les internautes qui s'en sont donnés à cœur joie et qui ont même mis en scène, regardez la tête de Didier Deschamps vous allez voir, sur un petit chat qui donne un petit coup de pied à un aspirateur, pourquoi pas, peut-être découvrir la vidéo. Voilà, boum, voilà, il y a eu ça, miaou, miaou, tout va bien. Notre confrère de l'info du vrai, David Abiker, qui lui aussi s'est exprimé, lui aussi il aime le foot, et qui a trouvé visiblement, regardez, un remplaçant. Voilà, il a dit que ce petit chien, eh bien, serait très sage, lui en tout cas, sur le banc. Voilà, moi, je ça reste sa défense. Moi, j'en ai marre de ces fromages. Attendez, de ces dernière vidéo sans odeur et sans saveur. Je le connaissais pas, ce Rabiot. Là, il y a un type qui dit, si c'est comme ça, j'y vais pas. Il me rappelle Cantona, il me plaît, tiens. Anelka, Cantona, Benzema. Et Benzema, pourquoi il ne veut pas Benzema? C'est un des. Mais parce qu'il veut privilégier la bonne ambiance dans l'équipe, c'est ça. On a des nouvelles même de Franck Ribéry, si vous voulez. Ah, Franck Ribéry. Franck Ribéry de la sélection. Qui a tweeté Franck Ribéry, qui est en vacances, on le rappelle. Il est à Ibiza tranquillement, il a pris son petit téléphone, il a pianoté. Regardez, oh, je suis à Ibiza, on vient de m'appeler, il reste une place de réserviste. Oh, Didier, io sono pronto. Io sono pronto. Pardon, excusez-moi l'italien. Io sono pronto, je suis prêt. Il y a des gens qui parlent couramment. J'ai même une petite blague, regardez. Une blagounette. Oui, une blagounette. Et elle est signée carrément d'Adrien Rabiot. Regardez. C'était à l'époque. Genre kiwi et une vache. Tu prends les deux, ça fait la vache kiwi. Il a rigolé. Ah oui, il a rigolé. Bon, il a l'air jamais sympa, oublié. La leçon de tout ça, c'est qu'il a gagné en notoriété. Ah oui, ça, tout le monde va parler de lui dans les semaines à venir. Voilà. Et peut-être qu'il va revenir sur cette décision, peut-être qu'il va dire qu'il veut... il peut changer d'avis. En tout cas, ce mondial s'annonce bien, cette préparation s'annonce bien. Ça le pénalisera pas s'il pour la change suite, d'opinion. évidemment. Qu'il n'y ait pas une réaction d'orgueil aussi de Didier Deschamps. Ah bah tant qu'il y a Didier Deschamps, je pense que c'est mort là. Je parle c'est sous dommage. contrôle de... Je sais pas, mais je pense qu'il est rancunier, le Deschamps. Oh. Il a la mémoire longue. Il va pas apprécier ce genre de posture qui le gêne un peu quand même, parce que ça vient entacher le mot est fort, mais avant le gêner mondial, un peu l'annonce de sa sélection, la première journée de préparation de l'équipe de France, on ne parle que de ça, que de Rabiot. Bon. Espérons qu'ils vont s'entraîner tranquillement. On en parle trop aussi. Bon. Allez, ce soir, dans 20h Foot, évidemment, on va revenir sur la sélection de Didier Deschamps. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Punchline. Bonne soirée à vous sur CNews. À demain pour l'heure des pros, à 9h. Bye.